Demain dès l'aube, Le dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables, qu'on les ait étudiés à l'école ou bien qu'on ait tout lu dans son ensemble, ce sont des titres qui nous font évidemment penser à l'immense Victor Hugo. Pour autant, qu'est-ce qu'on sait réellement à son propos? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les traces d'un des écrivains les plus influents de toute l'histoire, alors installez-vous confortablement et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de Victor Hugo. Alors c'est ici, précisément dans cette chambre, qu'est né Victor Hugo en 1802 à Besançon, mais sa naissance ici, en fait, elle est un peu anecdotique, parce que étant donné que son père était général dans l'armée napoléonienne, il a été trimballé un peu partout en Europe pendant sa jeunesse. En 1811, alors qu'il a que 9 ans, il fait une halte notamment dans la ville d'Hernani, dans le Pays Basque espagnol, un voyage qui va sûrement le marquer, parce que ça va donner une de ses pièces les plus célèbres, la bataille d'Hernani. Mais comme je l'ai dit, Victor Hugo voyage beaucoup, notamment en 1811, il est envoyé au pensionnat El Colerio San Antonio Abad, à Madrid avec ses frères. En 1812, alors que ses parents viennent de se séparer, Victor Hugo rejoint sa mère à Paris, qui vit désormais avec Victor Fano de la Horie, un autre général de l'armée napoléonienne. Mais dès son plus jeune âge, Victor Hugo est déjà passionné par la poésie et la littérature. Il y a même une phrase célèbre qu'il prononce alors qu'il n'a que 14 ans, son ambition est énorme, il dit « Je veux être Chateaubriand ou rien ». En 1822, l'année de son mariage avec Adèle Fourchet, il publie son premier recueil de poésie, Odes et poésies diverses. Bon, ça reçoit un accueil un peu mitigé, mais bon, le type à 20 ans a déjà publié un recueil de poésie et en même temps, il s'est marié. C'est quand même déjà pas mal. Mais bon, accueil mitigé ou pas, Victor Hugo persévère, il publie les Nouvelles Odes en 1824, Odes et Ballades en 1826, les Orientales en 1829 et les Feuilles d'automne en 1831. Et alors là, son style poétique qui est vraiment marqué par sa musicalité en plus des thèmes qu'il aborde qui sont un peu des thèmes généraux, vont commencer à séduire un public beaucoup plus large. Dans la préface de Cromwell, Victor Hugo fait vraiment un manifeste pour le drame romantique. Il essaie de vraiment définir les principes fondamentaux de cette nouvelle esthétique théâtrale et en faisant ça, il va vraiment s'imposer comme le chef de file du mouvement romantique. Le 25 février 1830, sa pièce de théâtre Hernani déclenche une véritable guerre entre les classiques et les romantiques. Alors on pourrait trouver ça anecdotique, des gens qui s'engueulent pour du théâtre, mais quand je parle de guerre, c'est qu'il y avait vraiment des bagarres au milieu de la foule dans le théâtre. D'ailleurs, il y a même eu un mort. En 1831, Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris, qui là rencontrera vraiment un succès populaire immense. D'ailleurs là, on a eu une édition ici traduite en espagnol, donc ce qui montre vraiment que c'est un auteur connu dans le monde entier. Alors Notre-Dame de Paris, c'est une œuvre qui se déroule dans le Paris du XVe siècle, tout le monde connaît à peu près l'histoire. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que ça permet à Victor Hugo de développer ses idées politiques, philosophiques et notamment sur le devoir de maintien du patrimoine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, Hugo publie ça pour pester contre l'état catastrophique de la cathédrale à cette époque. En 1833, il triomphe encore avec la pièce Lucrèce Borgia et pendant la représentation, il remarque une actrice qu'il trouve pas mal qui s'appelle Juliette Drouet, qui sera sa maîtresse ensuite pendant 50 ans. Alors là, on se dit, mais Victor Hugo, quel goujat, en fait, on peut pas tellement lui en vouloir parce que sa femme avec qui il s'était marié un petit peu plus tôt, Adèle Fourchet, a aussi eu une aventure avec celui qui était pourtant l'un des amis de Victor Hugo, Sainte-Beuve. Faut dire que l'écriture de toutes ces pièces de théâtre plus Notre-Dame de Paris, ça a dû lui prendre un temps fou, ce qui fait qu'il a dû sans doute délaisser un peu Adèle. En 1841, Hugo est élu à l'Académie française parce que même avec les histoires entre romantique et classique, tout le monde se rend compte malgré tout qu'on a quand même affaire à un génie. En 1843, le drame le plus important de la vie de Victor Hugo survient. Sa fille aînée, Léopoldine, meurt d'un voyage en bateau avec son mari dans la Seine. Donc là, on s'imagine bien que Victor Hugo est absolument brisé. Et c'est d'ailleurs de là que viendra le poème le plus célèbre qu'on a tous appris un jour à l'école, Demain dès l'aube. Du coup, à la suite de ça, Victor Hugo va plus se tourner vers des réflexions philosophiques et politiques. Et d'ailleurs, en 1945, il sera nommé pair de France par le roi Louis-Philippe. En gros, pair de France, c'est un petit peu comme député, mais en mieux. Ce sont des gens qui sont des proches du roi, qui ont plus de droits que les autres citoyens, comme par exemple, ils n'ont pas le droit de se faire arrêter dans la rue, même s'ils sont pris en flagrant délit. En 1948, il est même élu député, et même si ses positions politiques ont un peu évolué avec le temps, d'abord royaliste, conservateur, il va devenir finalement républicain et va même avoir des actions en faveur des plus démunis. Alors l'un de ses engagements les plus célèbres, c'est son engagement contre la peine de mort, qui est hyper bien illustré ici. Engagement qu'on retrouvera évidemment dans Le dernier jour d'un condamné. Il est aussi engagé notamment dans Bourg-Jargal contre l'esclavage, mais va aussi notamment demander des choses comme la réduction du temps de travail pour les enfants de 16 heures
à 10 h. Mais sa proposition est contrée par le baron Louis-Jacques Thénard, quelqu'un qui va vraiment détester toute sa vie au point d'en faire les Thénardier dans Les Misérables, qui sont vraiment les gens les plus détestables de toute l'œuvre. Mais à côté de ça, en 1848, il aura aussi fait partie de ceux qui ont envoyé des troupes face aux barricades lors des émeutes. Mais bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il avait vraiment le choix parce qu'il était quand même maire du 8e arrondissement de Paris, donc on peut le pardonner. Le 2 décembre 1851, le coup d'État de Napoléon III sonne la fin de la Deuxième République. Sauf que Victor Hugo est vraiment un républicain convaincu et refuse de se soumettre à l'empereur, ce qui va faire qu'il va être obligé de s'exiler en Belgique juste après. Pendant cet exil à Bruxelles, Victor Hugo signe Les Châtiments ou encore Napoléon le Petit, qui est vraiment là pour critiquer l'empereur français. Il s'engage également activement dans la défense des libertés et des droits humains, en dénonçant la répression politique qui avait lieu alors actuellement en France et en soutenant tous les mouvements révolutionnaires. En 1855, Victor Hugo est obligé de quitter le territoire belge sous la pression des autorités françaises. Il va alors se retrouver exilé sur l'île de Guernesey au large des côtes anglo-normandes et il va y passer 19 ans de sa vie. Et alors là, à Guernesey, Victor Hugo va vraiment s'y sentir bien, il aura un environnement propice à l'écriture. C'est là qu'il va écrire notamment Les Misérables, L'Homme qui rit ou encore Les Travailleurs de la mer. À la chute du Second Empire en 70, Victor Hugo rentre en France, il est alors accueilli comme un héros national et cette fois il va vraiment s'engager politiquement dans l'histoire de la Troisième République. Il va continuer de publier des recueils comme L'Art d'être grand-père ou encore La Légende des siècles. Il est élu député républicain de Paris en 1871 et il va continuer de défendre toutes ses idées politiques dans des discours enflammés. Son engagement ne faiblit pas jusqu'à sa mort le 22 mai 1885 à l'âge de 83 ans après une carrière littéraire et politique absolument énorme. La Troisième République va vraiment l'honorer par des funérailles nationales et le transfert de sa dépouille au Panthéon 10 jours seulement après sa mort. Et d'ailleurs, pendant les jours où sa tombe est exposée au public, juste avant d'aller au Panthéon, près de 2 millions de personnes se déplacent pour venir lui rendre hommage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et éventuellement mettre un petit commentaire. Allez, ciao!